Bobard sur Bobine, épisode 6, Les inconnus dans la maison. Deux époques, deux regards, deux Loursa, une seule solitude. Un épisode signé Mike Retro, détective des bobines oubliées. Dans cet épisode exceptionnel, Mike Retro quitte sa routine d'enquêteur solitaire pour se frotter à un duel de bobines. Deux adaptations du même roman de Simenon, à 50 ans d'intervalle. D'un côté, Henri de Coin en 1942, sous l'occupation, avec Rému en Loursa désabusé. De l'autre, Georges Lautner en 1992 dans une France morne, avec Belmondo en père fantôme. Deux films, deux ambiances, deux justices, un seul huis clos étouffant. Un épisode à part, où l'on compare les ombres du passé à la lumière blafarde des années 90. Une chronique noire, en double exposition. Ouverture, l'affaire des deux inconnus. C'est une affaire qui sent le vieux papier jauni, le polar au coin du zinc et le whisky tiède dans un verre ébréché. Deux films, 50 ans d'écart, une même source. Le roman de Georges Simenon, Les inconnus dans la maison. Le premier, c'est 1942, en pleine France occupée, signé Henri de Coin avec Rému dans le rôle principal. Monumental. Le second, c'est 1992, dans une France qui tangue, entre deux crises, réalisé par Georges Lautner avec Jean-Paul Belmondo. Deux Loursa, deux époques, deux visions d'une solitude qui colle au mur. J'ai mis mon chapeau mou, j'ai remonté le col de mon impair usé, et j'ai décidé de mener l'enquête. Un comparatif noir comme l'encre et tranchant comme une lame d'auditorium. Et crois-moi, l'encre, elle est encore fraîche de repérage. Simenon en double expo. Le roman de Simenon, publié en 1940, c'est l'histoire d'un avocat reclus, Hector Loursat, en bout de course, cloîtré dans une grande maison silencieuse, envahi de souvenirs et de bouteilles vides. Quand un meurtre surgit au cœur même de ce mausolée domestique, le vieux Loursat est sommé de sortir de son hibernation morale. Il doit reprendre la parole, se dresser à nouveau devant les hommes, et surtout, face à sa propre vérité. Simenon lui prête cette lucidité sombre. Ce n'est pas la justice qui la fuit, mais la vie tout entière. Ce n'est pas juste une enquête policière. C'est une descente dans les limbes d'une bourgeoisie déchue, où chaque ombre pèse sa dose de regret. En 1942, Henri de Coin s'empare de la matière brute de Simenon. Le contexte est plus qu'étouffant. La France occupée, la censure allemande, la Continental Film en maître des bobines. Pourtant, le film avance à pas feutrés, glissant entre les lignes, distillant le malaise. Rému, monumental, incarne un Loursat ravagé, mutique, dont le regard en dit plus long que ses silences. Clouzot, qui signe les dialogues, crache ses vérités à travers les répliques. On se souvient de cette phrase, coup de fouet en pleine audience. Il n'y a pas de coupable dans ce procès, il n'y a que des lâches et des absents. La bourgeoisie locale, cadenassée dans ses certitudes, s'en prend plein la figure, et le public retient son souffle, comme pris en otage par la force du verbe et la blessure du personnage. En 1992, Georges Lautner relève le défi de la transposition. Mais la société a changé. La France postmoderne, engluée dans ses crises, s'invite dans la maison Loursa. Belmondo, de retour après une parenthèse discrète, campe un père brisé, plus nuancé, moins rugueux. Il ne s'agit plus d'une descente aux enfers alcoolisés, mais d'une errance intérieure, d'un homme qui se tient encore debout dans le vacarme du vide. La jeunesse dorée, désabusée, s'y promène comme dans un clip de Mylène Farmer, et la solitude change de visage. Il y a des maisons qui n'ont plus d'âme, seulement des souvenirs qui traînent, souffle Loursat, la voix rauque, à la fille qu'il n'a jamais su rejoindre. Au final, que ce soit chez De Coin ou Lautner, le roman, le film, la plaidoirie et la confession se confondent. Simenon écrivait « On ne juge jamais que soi-même ». Et chaque adaptation en porte la marque, à la fois confession et déchirure, là où le silence devient le dernier mot d'un monde à la dérive. Filature, une affaire de père, de fille et de silence. Dans les deux versions, la maison Loursa ne se contente pas d'être un décor. Elle devient le théâtre d'une tragédie intime. Celle de 1942, envahie de ténèbres et de silence,
ressemble à un tombeau vivant. Jean Tullard évoque cette atmosphère dans son dictionnaire du cinéma. Le huis clos étouffant de Decoing, où chaque porte claque comme un remords. La fille, Nicole, erre dans les couloirs, spectre discret, tandis que les jeunes, à l'image des complices, traînent leur ennui comme des fantômes sans attache, pour reprendre les mots de Simenon lui-même. Le meurtre dans ces murs saturés de secrets n'est pas une simple énigme à résoudre. Il sert de révélateur, de catalyseur des rancœurs. On se souvient de la tirade de Loursat, Rému, à la barre, qui suggère que ce n'est pas la justice qui la fuit, mais la vie tout entière. Un constat brutal, presque un aveu, qui fait écho à la phrase de Simenon « On ne juge jamais que soi-même ». Cette introspection, Decoing la filme dans les silences lourds, dans le regard perdu de Rému, dont l'interprétation, selon Pierre Billard, parvient à faire trembler les murs de la maison du seul poids de sa lassitude. En 1992, Lautner reprend la partition, mais sur une gamme plus contemporaine. La demeure est devenue spacieuse, presque aseptisée, à l'image de la bourgeoisie moderne. Des pièces trop grandes pour des vis trop petites, glisse Loursat Belmondo, alors qu'il attrape une bouteille oubliée sur le piano. La fille, elle, claque la porte. Les adolescents s'isolent derrière leur Walkman. Plus de fantômes, mais une jeunesse absente, déjà perdue dans le bruit blanc de la modernité. Un critique du Monde ira jusqu'à écrire « Chez Lautner, la solitude n'est plus un poids, c'est un vide sonore. » Simenon n'écrivait pas seulement des polars, il auscultait les âmes. Dominique Fernandez notait que « La maison chez Simenon n'est jamais innocente. Elle héberge la déchéance aussi sûrement qu'elle enferme les secrets. » À travers les deux films, Loursat reste cette figure paternelle, fracassée, dont l'échec résonne dans chaque recoin. Les échanges père-fille sont autant de dialogues de sourds, où l'espoir agonise dans les non-dits. On retient cette scène du roman où Nicole, la voix tremblante, ose enfin demander « Papa, tu m'écoutes parfois ou tu fais semblant ?» Et Loursat, incapable de répondre, noie sa réponse dans le fond d'un verre. Ce qui n'est pas montré pèse autant que ce qui est dit. Chez Decoing, la guerre pénètre la maison par les fissures, symbolisant la peur tapie hors champ. Un membre de l'équipe racontera plus tard « On tournait entre deux alertes, la nuit, pour éviter les bombardements. Ce silence obligatoire, on l'a mis dans le film. » Chez Lautner, la guerre, c'est celle des générations, des incompréhensions. La plus grande violence, c'est le silence entre deux êtres qui devraient s'aimer, écrivait l'écrivain Philippe Claudel. Deux absences, deux fractures, deux époques où le bruit du monde finit toujours par résonner dans la solitude de la maison Loursat. Et derrière tout cela plane la voix grave de Simenon. Il n'y a pas de coupable dans cette histoire, seulement des hommes et des femmes qui n'ont pas su se parler. Interrogatoire. Deux Loursat pour un verdict. Rému, c'est la rugosité à fleur de peau, la blessure incarnée sous le masque du notable. Chaque apparition de cet acteur mythique, magnifié par Decoing, semble habiter la maison Loursat d'une tension électrique. Dans la scène du procès, ciselée par Clouzot, Rému transcende la simple plaidoirie pour en faire une éruption de vérité brute. On raconte, dans les souvenirs de plateau de Pierre Billard, que le silence qui suivait cette scène était si dense qu'on aurait pu entendre tomber une épingle sur le parquet du tribunal. Rému, d'une voix grave, laisse entendre « Ce n'est pas la justice qui la fuit, mais la vie tout entière. » Cette phrase, reprise et citée dans de nombreux ouvrages sur le cinéma noir français, illustre la puissance du verbe chez Clouzot, qui sait faire du dialogue une arme. Pourtant, elle n'apparaît pas telle quelle dans le script d'origine publié. Il est possible qu'elle provienne d'une traduction ou d'un résumé journalistique des années 50. Le critique Jean Tullard évoque d'ailleurs cette séquence comme un sommet de cinéma judiciaire. L'accusé n'est plus un homme, mais le miroir d'une société qui se refuse à regarder ses propres failles. Rému, selon Dominique Fernandez, fait trembler les murs de la maison du seul poids de sa lassitude. Anecdote rapportée par Brigitte Aubry, script sur le film.
Rému, avant de tourner la scène, restait seul dans un coin du décor, fumant sa pipe, répétant inlassablement la tirade. Il disait « Il faut que le silence me mange avant que je parle ». Toute l'équipe retenait son souffle. À l'opposé, Belmondo incarne un Lursa tout en intériorité, presque mutique. Le magazine Positif, dans son numéro de décembre 1992, note que Belmondo joue la fatigue comme un secret honteux, traînant dans les couloirs larges comme des regrets. Lors d'une interview à Télérama, Belmondo confiait « Il ne s'agit pas de tonner, mais de murmurer ce qui pèse. Lautner m'a dit « Fais parler le silence, pas ta bouche ». Sa scène de plaidoirie, moins flamboyante, frappe par une sincérité désarmée. Je ne demande pas la pitié, je demande qu'on regarde enfin ce gamin, qu'on cesse de détourner les yeux. Cette réplique, inspirée du roman de Simenon, trouve écho dans le commentaire du critique Lucien Logette. Belmondo ne cherche pas à sauver la société, seulement à sauver un peu d'humanité dans la faillite générale. Les deux interprétations dessinent ainsi deux Lursat. L'un, Rému, volcanique, brisant le silence à coups de mots tranchants. L'autre, Belmondo, funambule sur la ligne d'ombre, gardant ses forces pour ne pas sombrer. Simone Signoret, admiratrice du film de Decoing, écrivait dans ses mémoires « En voyant Rému, on comprend que le vrai verdict ne tombe pas au tribunal, mais dans la nuit d'un homme à bout d'amour. Et puis, il y a la maison elle-même, témoin muet des déchirements. » Dans une interview de 1992, Lautner affirmait « On ne joue pas Lursat, on l'habite. La maison, c'est lui, c'est elle qui dicte les silences. » Une allégorie déjà présente chez Decoing, où la caméra s'attardait sur les portes closes, les miroirs ternis, chaque porte claque comme un remords, résume Tullard. Dans les deux cas, ces scènes font le film, condensant l'échec, la tendresse brisée, l'impossibilité de dire ce qui aurait pu tout changer. Là où Rému explose, Belmondo implose. Deux manières de dire la même chose. Un homme peut sombrer, mais tant qu'il parle, il est vivant. Et tant que le silence autour de lui devient parole, comme l'écrivait Simenon dans Lettre à ma mère. Le silence n'est supportable qu'à condition d'être brisé par l'aveu. Le cinéma, dans ces instants, continue à faire son travail. Remuer les tripes sous les costards, pour citer Lautner lui-même dans un entretien accordé à Bertrand Tavernier. Ainsi la confession devient verdict, le dialogue une déchirure, et la maison Lursa, sous la plume de Simenon, et l'œil de ces deux cinéastes, demeure à jamais le théâtre où la vérité, à force de silence, finit toujours par éclater. Reconstitution. Mise en scène à front renversé. Henri Decoing, cinéaste à la sensibilité inquiète, orchestre la reconstitution comme une cérémonie du doute. Sa caméra n'observe pas, elle ausculte. À l'image de Jean Renoir dans La Bête humaine ou de Marcel Carné dans Le jour se lève, Decoing fait du décor une extension de l'âme. Pour créer une atmosphère, il faut laisser les murs respirer, disait-il dans un entretien de 1961, et cela se ressent dans chaque plan de Les Inconnus dans la maison. La photographie de Léonce-Henri Burel, magnifique artisan du noir et blanc poétique, enveloppe la bâtisse d'une brume tangible, faisant de chaque couloir un boyau d'angoisse où le spectateur s'égare en même temps que le héros. On raconte qu'Henri Decoing demandait à ses comédiens d'Aix de « marcher dans la maison », comme si le plancher pouvait s'ouvrir sur un souvenir. Brigitte Aubry, script sur le film, se rappelait cette consigne singulière. Il disait « Ne jouez pas le silence, écoutez-le, il a plus de choses à dire que vous ». Ainsi, la maison de Lursa n'est pas un simple décor, mais une entité à part entière qui respire, siffle même. Les soirs de grand vent comme pour gémir à la place de ses habitants enfermés dans leurs secrets. La sobriété musicale, presque ascétique, renforce ce climat de tension. Pas de violon larmoyant, juste le grincement d'une porte ou le bruit sourd de la pluie sur les vitres, comme dans les grands films de suspense à la française. L'absence de musique dramatique, couplée à des silences pesants et à des ralentis presque expressionnistes, rappelle les principes d'économie narrative chers à Robert Bresson. C'est dans l'attente que naît l'émotion, affirmait Decoing.
citant volontiers Simenon. On n'habite pas une maison, on s'y enterre. Le montage, vif et délibérément abrupt, évoque la précision d'un scalpel. Pierre Billard, dans ses mémoires d'un critique, rapporte une anecdote. Lors de la projection privée, Clouzot, alors dialoguiste, s'était exclamé à l'issue de la séquence du procès « Là, c'est du Pagnol qui aurait bu du plomb fondu ». Cette remarque, à la fois caustique et admirative, témoigne de l'impact viscéral du film sur ses contemporains. Chez Lautner, l'approche diffère radicalement. Connu pour son sens du rythme dans Les Tontons Flingueurs ou Les Barbouzes, Lautner préfère ici un traitement plus classique, voire polissé. Jean-Pierre Jeunet, dans une masterclass à la Cinémathèque française, soulignait à propos de Lautner « C'est un enchanteur du verbe, mais lorsqu'il s'attaque au silence, il hésite à le laisser grandir. » Dans Le Nouveau Propriétaire, adaptation moderne de la maison Loursa, les couloirs sont aseptisés, les murs sont trop blancs, le passé ne semble plus suinté, mais simplement tapissé. Un technicien du film confiait en coulisses. Lautner voulait filmer la modernité, mais les décors lui résistaient. Il disait souvent « On ne fait pas parler les meubles, on les regarde s'user ». On constate en effet que la caméra ne cherche pas à révéler l'inconscient des lieux. Elle se contente de les parcourir, presque comme un visiteur distrait. Ce choix, loin d'être anodin, correspond à une époque, début des années 90, où le cinéma français peine à retrouver la pugnacité de l'après-guerre. Claude Miller, dans un entretien pour Positif, déclarait à propos de Lautner « Il a le sens de l'ironie, mais il n'a pas la rage nécessaire pour habiter des ruines. » Le résultat, c'est une maison Loursa moderne, mais désincarnée, qui offre au spectateur non pas une immersion, mais un survol. Les couloirs deviennent des allées, les portes ne claquent plus, elles se ferment doucement, sans colère ni regret. Pour illustrer cette évolution, citons la scène du retour nocturne de Loursa, présente dans les deux versions. Chez Decoing, chaque marche fait résonner le parquet, chaque ombre semble grossir dans le silence. Chez Lautner, le même retour est filmé à distance, presque furtivement, comme si la maison refusait d'accueillir son hôte. La différence saute aux yeux. Là où l'un sculpte la matière, l'autre la survole. En somme, la reconstitution, qu'elle soit charnelle et hantée chez Decoing ou propre et distante chez Lautner, révèle avant tout une époque et une vision du monde. Perquisition. Dialogues en miroir. Dans la version de 1942, les dialogues ciselés par Clouzot sont de véritables bijoux d'écriture. Chaque réplique résonne comme un coup de scalpel dans la chair vive des conventions. On raconte qu'au tournage, Clouzot n'hésitait pas à faire répéter Rému jusqu'à 10 fois la même phrase, jusqu'à ce que le moindre tremblement de voix exprime la lassitude ou le sarcasme attendu. Ainsi, dans la scène du salon, lorsque l'Oursat murmure à sa fille « Tu sais, on ne s'habitue jamais vraiment au silence, on finit par l'écouter », la salle entière retenait son souffle, comme si le silence lui-même s'invitait entre chaque mot. Cette phrase, souvent citée dans les anthologies du cinéma français, symbolise le poids invisible des non-dits. Les critiques de l'époque, tels Jean Vidal dans le film français, saluaient cette économie de mots, ce dialogue aiguisé comme un fil de rasoir. Il faut relire les souvenirs de Brigitte Aubry, la script, qui évoquait la rigueur légendaire de Clouzot. Il voulait que chaque mot soit une flèche, pas une décoration, un mot de trop, et il coupait. Pierre Billard, dans ses mémoires d'un critique, évoque quant à lui une scène coupée où Rému, seul à table, marmonne « Il y a des maisons qui parlent, la mienne se tait trop fort », phrase que Clouzot, perfectionniste, jugea trop explicite et préféra sacrifier pour préserver l'ambiguïté. Du côté de Lautner, la situation est radicalement différente. Le cinéaste, qui avait l'habitude de travailler avec des scénaristes comme Michel Audiard, se retrouve ici avec un matériau qu'il traite avec prudence, presque retenu. Dans un entretien accordé à Télérama en 1992, Lautner confiait « Je n'ai jamais su filmer le silence. Chez moi, il faut que ça claque, que ça balance. Là, la maison m'a tenu à distance. » Cela se ressent dans les dialogues, parfois délayés, souvent privés de ce sel corrosif qui faisait la réputation du duo Lautner-Audiard.
On pense à la scène du couloir où Belmondo, fatigué, lance d'un ton plat « On ne parle plus, on se tolère ». Une phrase qui, loin de frapper l'imaginaire, laisse le spectateur sur sa faim. Même les techniciens soulignent cette différence fondamentale. Alain Corneau, visiteur sur le plateau, aurait confié à un confrère « Chez Clouzot, chaque mot pouvait déclencher une tempête. Chez Lautner, les tempêtes sont rentrées dans le placard. » Un autre exemple, relevé par la critique Daniel Heyman dans Marianne, concerne la scène de confrontation entre père et fille. Là où, sous la plume de Clouzot, la dispute éclate en éclats de vérité, chez Lautner, le conflit se dissout dans la banalité, comme si les personnages ne croyaient plus à la force des mots. Pourtant, un fil rouge parcourt les deux œuvres, ce thème lancinant de l'incommunicabilité, de la parole comme ultime tentative de renouer. Claude Belly écrivait dans sa chronique pour Positif. Les deux films posent la même question. Comment se comprendre quand le langage lui-même se fissure? Chez Decoing-Clouzot, la parole est un geste de survie. Chez Lautner, elle devient une formalité, presque un tic social. Mais, dans les deux cas, elle révèle le gouffre entre générations, l'impossibilité de se dire vraiment. Enfin, pour mesurer la portée de ces différences, il faut relire Simenon. Dans Lettre à ma mère, il écrit « Le silence d'une maison, c'est le bruit que font les secrets quand ils ne veulent pas sortir. » Cette citation, reprise par Clouzot et inscrite sur le clap de la première scène, résume l'esprit du film de 1942. Lautner, lui, n'a pas su ou pas voulu porter ce fardeau jusqu'au bout. Reste alors, dans les deux versions, cette impression que Simenon avait raison. Entre les murs trop bavards et les murs trop muets, on cherche sa place. Comparution. Le poids des contextes. Le film de 1942 est bien plus qu'une simple adaptation. Il devient un acte de résistance feutrée. Une toile où chaque silence, chaque ombre, chaque mot pesé à l'extrême dit l'insoutenable. Sous le regard vigilant de la censure de Vichy, Decoing et Clouzot n'hésitent pas à glisser, à la lisière du cadre, une critique acérée de la bourgeoisie locale, des notables engoncés dans leur hypocrisie, des juges muets face à l'injustice, des pères absents, figures fantomatiques d'une autorité en déliquescence. Le meurtre sert de prétexte. Le véritable crime, confiait Clouzot à Roger Régent dans une lettre de 1945, c'est le silence de ceux qui savent et ne disent rien. L'atmosphère sur le plateau rappelle celle des romans de Simenon, moite, pesante, tendue entre éclats et non-dits. Brigitte Aubry, la scripte, racontait dans ses souvenirs « Il arrivait que Rému, à bout de nerfs, claque la porte et annonce « Aujourd'hui, je ne suis pas l'Oursat, je suis un homme en colère. Jamais je n'ai vu un acteur habiter le silence aussi puissamment. » Autre anecdote célèbre, lors d'une scène nocturne, la production dut installer des rideaux supplémentaires pour renforcer l'oppression, la lumière du dehors étant jugée trop optimiste par Clouzot. Pierre Billard, dans ses mémoires d'un critique, évoque même une prise mythique où le silence s'étire à l'extrême, jusqu'à ce que toute l'équipe retienne son souffle, suspendue à la moindre vibration de parquet. En miroir, la version de 1992 de Lautner s'inscrit dans un autre temps, une autre urgence. Lautner, orphelin de son complice Audiard, travaille cette fois dans la retenue, presque la pudeur. Le contexte social et politique n'est pas sans influence. Lautner filme la France du début des années 90, engluée dans une crise économique latente où l'idéal bourgeois s'effrite. J'ai voulu montrer la fatigue d'un monde qui ne croit plus à ses propres codes, déclarait-il lors d'une masterclass à la Cinémathèque. Le pessimisme ici est administratif, presque résigné. Les orages éclatent en silence, les portes se ferment sur des visages fatigués, les mots deviennent des gestes automatiques. Ainsi, le cinéma de Decoing-Clouzot donne à la parole la force d'un dernier geste de survie, là où Lautner fait du langage une formalité, presque un tic social. Au final, la force du film de 1942 tient autant à ses choix artistiques qu'aux anecdotes qui les entourent. Une équipe engagée, des acteurs habités, une tension palpable sur le plateau.
La version de 1992, elle, garde le mérite d'une tentative de modernisation, mais peine à retrouver la profondeur des ombres de Simenon. Pourtant, ensemble, ces deux films témoignent d'une vérité intemporelle, résumée par Simenon. Entre les verdict, deux visages d'un même désespoir. Au terme de cette double traversée, le verdict s'impose, non comme un couperet, mais comme un constat nuancé, tissé de souvenirs de plateau, de paroles d'artistes, d'empreintes laissées sur la pellicule et dans la mémoire collective. Le film de 1942 s'élève, sans conteste, sur le piédestal des œuvres qui ont su transcender leur époque. La puissance du style, la tension sourde qui irrigue chaque plan, l'ambiguïté morale en font un classique parfois éclipsé, mais dont l'influence demeure palpable aujourd'hui. Reimu, dans le rôle de l'Oursat, offre une composition saisissante, tout en retenue et en rage contenue. On raconte qu'entre deux prises, il restait assis dans le décor, absorbé, pour garder en lui la fatigue du personnage, selon Brigitte Aubry. Cette immersion totale n'est pas sans rappeler la méthode de certains acteurs contemporains, tels Daniel Day-Lewis, qui déclarait « Je veux porter le costume du personnage jusque dans mes rêves ». Reimu, lui, portait le silence comme on porte un manteau trop lourd. Clouzot, quant à lui, règne en chef d'orchestre minutieux et intransigeant. Pierre Billard, dans ses mémoires d'un critique, rapporte une scène où Clouzot impose à l'équipe un silence absolu, allant jusqu'à interdire le moindre froissement de papier sur le plateau, afin de capter la tension la plus pure. Une prise, devenue légendaire, s'étira ainsi pendant plus de 3 minutes, jusqu'à ce que l'air lui-même semble suspendu dans la pièce. Le cinéaste confiait à Roger Régent « Le vrai bruit, c'est celui qui fait peur, celui qu'on attend et qui ne vient pas ». Cette maîtrise du silence, Clouzot la revendique d'ailleurs dans une lettre à Jean Paulhan. C'est dans les blancs que le drame se noue. Les dialogues, ciselés comme des éclats de verre, traversent le film. Tu sais, on ne s'habitue jamais vraiment au silence, on finit par l'écouter, murmure l'Oursat, phrase reprise dans plusieurs anthologies du dialogue cinématographique français et citée par François Truffaut lors d'une rétrospective Clouzot à la Cinémathèque en 1975. Voilà la quintessence du cinéma de Clouzot. Écoutez ce que l'on tait. Le contexte historique du film de 1942 décuple encore sa portée. Sous l'œil de la censure de Vichy, chaque allusion, chaque sous-entendu, chaque ombre projetée devient une résistance feutrée. Claude Belly, dans Positif, souligne « La vraie force de Decoing et Clouzot réside dans leur capacité à peindre la bourgeoisie locale sous un vernis craquelé, révélant la part d'ombre de chacun. Le meurtre n'est qu'un prétexte. Le véritable crime, disait Clouzot, c'est bien le silence de ceux qui savent et ne disent rien. » Face à cette œuvre matrice, la version de 1992 avance sur une ligne de crête. Lautner, dépourvu de son complice Audiard, s'essaie à une modernisation du mythe siménonien. Il l'avoue lui-même dans une interview à Télérama. « Je n'ai jamais su filmer le silence. Chez moi, il faut que ça claque, que ça balance. Là, la maison m'a tenu à distance. » Pourtant, une forme de pudeur affleure, une volonté de ne pas trahir la source. Belmondo, en l'Oursat désabusé, tente de faire résonner l'usure des mots dans la France des années 90. Daniel Heyman, dans Marianne, note avec justesse « Chez Lautner, le conflit se dissout dans la banalité, comme si les personnages n'osaient ne plus croire à la puissance des mots. La lumière plus froide, les décors dépouillés, les dialogues qui se diluent en gestes automatiques, tout contribue à installer un climat de résignation sourde où le pessimisme devient administratif. On ne parle plus, on se tolère, lâche Belmondo, tout est dit. Pourtant, malgré la distance, un fil rouge relie les deux adaptations. Le silence, ce personnage invisible, omniprésent. Simenon, dans Lettre à ma mère, offre une clé de lecture précieuse. Le silence d'une maison, c'est le bruit que font les secrets quand ils ne veulent pas sortir. Cette phrase, inscrite sur le clap par Clouzot, hante chaque plan, chaque dialogue, chaque soupir.
En définitive, ces deux films, malgré leurs différences, sont traversés par une même vérité, intemporelle et universelle. Ils disent la difficulté de trouver sa place entre les murs trop bavards et les murs trop muets, selon la formule de Simenon. Ils explorent les variations du silence, silence coupable, silence protecteur, silence complice ou silence assassin. Ce silence-là, ni tout à fait absence, ni tout à fait oubli, c'est celui qui occupe le cœur du roman et se propage, comme une onde, à travers la pellicule. En somme, le film de 1942 reste une leçon de cinéma, une œuvre où chaque anecdote, chaque écho, chaque mot compte. Le film de 1992, même s'il ne retrouve pas tout à fait la profondeur des ténèbres simenoniennes, garde le mérite d'une tentative sincère de modernisation, une volonté de faire parler autrement les fantômes. Ensemble, ils témoignent de la force du silence, de l'épaisseur du non-dit et de ce que... Conclusion de l'épisode 6 de Bobard sur Bobine. Voilà, rideau sur cette double filature. Deux films, un même squelette d'intrigue, mais pas le même fantôme pour hanter la baraque. Raymond joue la tragédie en robe noire, Belmondo murmure dans un monde qui n'écoute plus. L'un crie dans le silence imposé, l'autre soupire dans le confort aseptisé. Et au fond, c'est peut-être ça, la vraie morale de l'histoire. Le temps passe, la maison reste, mais ce sont les absents qui la remplissent le mieux. Un banc huis clos, c'est comme un vieux secret de famille. Ça sent le renfermer, ça gratte un peu, mais on finit toujours par y revenir. C'était Mike Rétro pour Bobard sur Bobine. Partagez, abonnez-vous et restez à l'écoute. Et surtout, ne manquez pas le prochain...